Cet épisode a une distance de 1 km strappé sur une civière en plein bois. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. On a un grand pays. Ici, on parle souvent sur le podcast de course sur route, majoritairement parce que moi, Bill et Isa, on est majoritairement des coureurs sur route. On effleure parfois le côté trail de la chose, mais comme nous ne sommes pas des experts, on va pas là-dedans. Mais dans notre beau grand pays, et là je dis vraiment pays, on a plein de parcs nationaux qui sont des super endroits pour découvrir la nature, mais aussi pour courir en trail. Et aujourd'hui, on en profite pour parler de sécurité dans les parcs. En fait, ça va couvrir les trails aussi. À qui revient la sécurité, comme c'est quoi les choses à faire, qu'est-ce qu'on doit considérer, comment être un bon coureur de trail. Mais avant d'y aller avec le sujet de l'épisode, moi j'ai la question la plus importante. Bill, as-tu couru cette semaine? Salut Coach Frank. Oui, j'ai couru cette semaine. Puis je vais te conter ma course de ce midi. Donc c'est une course très récente. Et je suis sorti avec mon collègue Kevin, que vous commencez à connaître sur le podcast. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de Kevin. On était dû là, pour parler de lui. Et puis, quand on est arrivé à peu près à mi-course, petits problèmes intestinaux. Puis là, side note, Kevin m'a dit, tu peux pas dire ça dans ton nom de ta course Strava. Mais il m'a pas dit que je pouvais pas en parler sur le podcast. Fait que, petits problèmes intestinaux, on a arrêté dans un parc avec des jeux en ville et c'est pas ouvert encore les salles de bain. Hein, c'est fin avril qui est écrit sur la pancarte. Finalement, on a réussi à se rendre dans un Tim Hortons. Il était très content d'arriver au Tim Hortons pour un spécial beigne au chocolat. Toi, Coach Frank, as-tu couru cette semaine? T'as mis la barre trop haute, là. Je pense que je parlerai plus. Bill, tu l'as déjà dit. Comment qu'on sait si quelqu'un a déjà fait de l'ultramarathon? Crains pas, il va te le dire. C'est ça, je vais te dire. J'ai fait mon premier ultramarathon en fin de semaine. Je vais le name drop, François Dessel, parce qu'il avait fait l'événement public, donc il a fait une pratique de backyard. J'allais pas nécessairement là dans le but de battre tous les records, mais j'ai fait 8 boucles, une sieste, un autre boucle, une 9e boucle. Fait que ça a fait 60 km total, plus j'avais un entraînement de 7 le matin, la veille le matin, je sais plus, tout est fucké avec ces histoires-là. Fait que ça fut mon premier ultramarathon. Je suis officieusement, vu que ce n'est pas répertorié sur SportStats, ultramarathonien. Hey, pour moi, je te le donne, laisse faire SportStats, il est dans les livres, il est sur Strava. Il est sur Strava, ça compte. Puis, je pense que ça vaudrait la peine pour nos auditeurs que t'expliques rapido, là, c'est quoi un backyard. Oui, puis ça tombe bien, ça va faire un beau segment après. La backyard, en fait, c'est une course d'endurance. Théoriquement, je pense qu'il y a plusieurs modèles. Il y en a qui ont des durées limitées. Comme celle-là, ça en était une de 24 heures. Mais l'idée, c'est qu'on fait 6,7 km par heure. Fait qu'il y a un départ à toutes les heures. Et si tu ne pars pas, t'es disqualifié. Donc, si tu n'arrives pas à faire ton 6,7 ou si t'es trop fatigué pour repartir au prochain départ, t'es disqualifié. Généralement, la vraie backyard, l'idée, c'est le dernier qui finit, c'est lui qui gagne. Donc, c'est tout le monde est donut finish, sauf un. Mais là, cette fois-ci, c'était vraiment un 24 heures, donc 160 km que ça donne, ceux qui l'ont fait au complet. Et c'est ça. Je sais pas si je l'explique bien. C'est très clair. Puis j'ajouterais juste pour les gens qui comprennent, là, tu dis, il y en avait un, toi, celle que tu as fait, c'était un événement privé avec des amis qui était timé sur un 24 heures, mais dans l'esprit du backyard, effectivement, c'est un last man standing. Et le record, c'est 102 tours. 102 tours, donc pour 684 km, ce qui veut dire 102 heures, si vous faites le calcul. Là. Fait que c'est plus de 5 jours. Je vous voudrais sans arrêt, là, mais il y a toute une stratégie de course dans un backyard où tu peux courir ton 6,7 km super rapide en 30 minutes, mettons. T'es cassé, mais t'as 30 minutes de te reposer, ou tu peux le courir en 58 minutes, 30 secondes, puis t'as 1 minute et demie pour
boire un coke puis repartir. Là. Fait qu'il y a plusieurs stratégies là-dedans, mais au bout de la ligne, 102 laps, 102 heures pour le record, c'est vraiment le ultime. Wow. Mais bravo à toi, chapeau, je suis fier de toi. C'est une belle expérience. Le prochain extra sauce, ça va être ça, c'est quand j'ai fait 102 heures. Puis, comme tu dis, c'est un beau lien avec notre invité parce qu'on s'est rencontrés, moi et lui, dans une pratique d'un mini backyard qui était organisé par le Club de trail de Trois-Rivières, de quelques boucles comme ça. Puis ça a été moi aussi mon essai, mais je me suis pas rendu aussi loin que toi. Il y avait un temps défini. Puis, j'ai fait au moins une loupe avec Marc-André Valiquette, qui est notre invité aujourd'hui, qui est écologiste, chef d'équipe chez Parc Canada et aussi coordonnateur de la recherche, coureur de trail, de route, trail, je pense, par nature, pas le choix. Travaille chez Parc Canada, il y a un super beau terrain de jeu directement au travail. Alors, ma première question la plus importante, Marc-André, est-ce que tu as couru cette semaine? Eh oui, l'honneur est sauf. J'ai couru hier sur la route. Je suis allé faire quelques côtes là, pour me délier les jambes. Quand même, puis je sais que c'est un parcours très côteux. Là, c'est plusieurs côtes successives que tu fais, puis vous êtes quelques-uns à le faire là, dans l'été. Je vais dire, vous infligez ce training-là de côte. C'est une forme de torture, effectivement. Des fois, c'est seul, des fois, ça grimpe à 5-6 coureurs. C'est une boucle super facile parce que c'est 30 mètres de dénivelé positif sur 500 mètres pile. On redescend en essayant de garder le même pace et puis de 5 à 6 monter jusqu'à demi-marathon dans les côtes, tout est possible. On a inventé le super concept du côte et terrasse, c'est à côté de la microbrasserie Trou du Diable. Fait que on fait nos laps puis on finit ça sur la terrasse pour une peine bien méritée, là. Très bonne idée, pour vrai, je trouve ça cool. Puis, tu vois, Frank, tout nous ramène au Trou du Diable ici dans la région. C'est les coureurs, le Trou du Diable, il y a un lien, je sais pas, c'est naturel. Il va falloir que je commence à boire, je pense. Ah, c'est ça. Ouais, excellent. Fait que, bienvenue Marc-André sur le podcast. On voulait, comme Frank l'a nommé un petit peu, parler de toute la sécurité qu'il y a en trail. On s'en était parlé un petit peu justement au backyard, puis j'ai fait comme hey, wow, ça serait vraiment nice de faire un épisode là-dessus puis d'en parler. Ça nous a pris quelques temps à organiser tout ça, mais je pense que ça va être un épisode fort intéressant. J'aimerais ça que tu nous parles, puis tu sais, tu peux aller où tu veux, mais sommairement, là, c'est quoi l'étiquette pour un coureur en sentier dans un parc? C'est quoi les grandes règles? Qu'est-ce qu'on doit respecter? Ben, en partant, respecter les ouvertures de sentiers. Moi, j'ai le chapeau d'écologiste au Parc national de la Mauricie. Entre autres, j'ai à gérer tout ce qui est faune, tout ce qui est incident avec la faune et les visiteurs, les coureurs. Fait que nous, les gens qui viennent courir, c'est essentiellement de la course en trail, en sentier. Puis, à l'occasion, on ferme des sentiers. C'est pas par plaisir, on ferme des sentiers parce que il y a eu des conflits avec une mère ours qui défendait ses petits, etc. Fait que le respect des fermetures, ça peut sembler banal. Il y a des gens qui viennent au parc en disant je vais faire mon sentier préféré, arrivent devant une barrière fermée, pas d'explication, secteur fermé. C'est assez facile de passer en dessous puis de dire je vais faire mon plan de match comme prévu, je venais m'entraîner ici. Les fermetures, on les fait pas de gaieté de cœur, on les fait parce que c'est requis. La situation en arrière peut être parfois assez sérieuse. C'est la première chose. Puis là, je suis un coureur de trail, puis ce que je veux dire là m'embête moi-même, mais c'est quand les sentiers sont en conditions humides. Personne ne veut se mouiller les pieds, on se ramasse avec du sable dans les bas, on essaie de garder les pieds au sec le plus longtemps possible, on arrive au premier trou d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout le monde, on contourne. Mais on se ramasse dans des sentiers qui faisaient au départ 1,20 m de largeur, 4 pieds, puis chaque flaque de boue ne fait qu'élargir au fur et à mesure que les gens passent à côté. C'est quelque chose qu'on voit entre autres dans les événements beaucoup, les courses de trail. Quand il pleut, ben, le sentier faisait 1,20 m au départ. Ben, quand il est passé quelques centaines de participants, peut-être qu'il est rendu à 4 mètres de largeur parce que le trou de boîte ne fait que s'élargir. Il y a quand même une équipe d'entretien des sentiers. On place des pierres à des endroits stratégiques pour que les gens puissent passer au milieu. Mais dans l'étiquette des choses, c'est s'assurer qu'on garde les sentiers corrects à long terme. Fait que se mouiller les pieds une fois de temps en temps ou prendre la chance de sauter d'une pierre à l'autre, même si ça vient casser le pace un petit peu, c'est un moyen de contribuer.
Puis sinon, c'est les changements de saison. Quand c'est très humide à l'automne, quand c'est très humide au printemps, les gens ont hâte, entre autres au printemps, d'aller courir entre elles, enfin. Mais c'est là où on peut vraiment saboter la trail pour des semaines. Puis le temps que l'équipe d'entretien refasse un travail pour mettre ça en condition contenable, ben c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de temps qui n'est pas mis sur d'autres choses. Puis c'est évitable. Fait qu'encore dans les meilleurs comportements adoptés, c'est aller courir quand les conditions sont favorables, respecter les fermetures par respect de la faune, par respect également pour les autres usagers. Plus on laisse les ours tranquilles, entre autres, ça c'est un exemple assez typique, plus ils vont faire le petit vie d'ours, puis plus on est capable de rouvrir rapidement. S'il y a des gens qui passent de manière illégale tous les jours, on fait juste prolonger les fermetures, là. Fait que dans les règles de base, il y a ça. L'autre chose également, c'est être conscient comme coureur que la première personne qui est responsable de sa sécurité, ben, c'est soi-même. C'est pas Parc Canada, dans l'exemple du Parc national de la Mauricie. Fait que les coureurs ont à être autonomes dans la mesure du possible. Puis pour avoir participé à plusieurs évacuations, parfois les gens étaient clairement très très mal préparés. Fait que là, n'avaient pas pris leurs responsabilités. Puis personne n'est à l'abri d'une mésaventure. Premier exemple, je me suis fait moi-même évacuer, pas du Parc national. Fort heureusement, c'est pas mes collègues qui m'ont évacué, mais j'ai une blessure en sentier moi aussi, puis j'ai été évacué. Fait que j'ai vu les deux côtés de la médaille. Mais être prêt à toute occasion. Moi, j'ai complètement réadapté mon sac de course en sentier pour les plus longues distances parce que j'étais absolument pas prêt à faire face à 4 heures d'attente assis sur mon derrière. Fin septembre, avec les températures qui baissaient, je me suis rendu compte que oui, il faut se responsabiliser un petit peu plus quand on part en autonomie sur les sentiers, là. Moi, j'aimerais en profiter pour rebondir là-dessus. Qu'est-ce que, si mettons, là, tu as un kit de départ à dire à quelqu'un, là, tu sais, un minimum, c'est quoi qu'on amène quand on part pour une longue trail? Parce que c'est beau de dire d'être bien préparé, mais il y a toujours des totos que c'est la première fois qu'ils partent ou, tu sais, comme, c'est quoi le strict minimum selon toi? Il y a des choses, c'est des évidences. De l'eau, de la nourriture, un coupe-vent parce que la météo peut changer, puis des chaussures de trail avec une bonne adhérence. Mais ça me semble être la base, la plus bas niveau. Encore là, on a déjà des gens qu'on a évacués pour des coups de chaleur qui étaient partis pour 19 km sans eau. Fait que ça, c'est quand même pas mauvais de le rappeler. Sinon, même en plein été, quand on fait un grand effort, si on se blesse, on arrête instantanément de courir. Le froid nous rattrape très rapidement. Fait que la petite couverture d'aluminium qui est exigée dans beaucoup d'événements officiels, moi, je la traînais en permanence, elle n'avait jamais servi. Moi, assis pendant des heures à attendre quelqu'un qui vienne me chercher, j'étais rendu enrobé dans 2 couvertures d'aluminium parce que j'avais réellement froid. Fait que dans mon kit, moi, c'était une entorse haute de la cheville. J'ai tout le temps ma couverture d'aluminium. Ils vendent des petites attelles enroulées en aluminium, puis une espèce de revêtement en espèce de mousse. Ça aurait vraiment aidé à stabiliser ma blessure, puis ça aurait rendu l'évacuation beaucoup plus simple. Fait que c'est du volume dans le sac, mais ça pèse presque rien. Moi, je traîne ça maintenant à toutes les fois. Des pastilles pour purifier l'eau. En théorie, j'ai tout le temps 1 litre, 1,5, 2 litres, dépendamment des distances. Mais un coup mal pris, je vais être capable de purifier l'eau en tout temps. Printemps, automne, j'ai rajouté des hot shots, les petites pochettes qu'on peut déchirer l'emballage plastique. Ça pèse rien, ça prend pas de volume. Mais ça, clairement, moi, fin septembre, j'aurais vraiment, mais vraiment en avoir dans mon sac à dos. Je l'ai rajouté. L'autre chose, c'est un moyen de communication. Sur nos cellulaires, quand on est hors sentier, c'est tout le temps affiché appel d'urgence seulement. Ça fonctionne, c'est des appels de plus basse fréquence. Même s'il n'y a pas de signal cellulaire, assez fréquemment, ça va passer. On peut communiquer avec les services d'urgence, le 911. Ça a marché à plusieurs occasions. Les gens avaient passé par le 911, ils s'étaient blessés au parc, puis ça avait été rapporté à Parc Canada pour qu'on fasse les évacuations. Moi, je me suis blessé dans un endroit qui était moins sauvage que le parc de Mauricie, plus près des grands centres, le parc Réquiraud-Forestier à Saint-Mathieu-du-Parc, un peu au sud du parc de Mauricie. Mais à cause du relief, même ça passait pas. Fait que nous, un des pépins qu'on avait, j'étais à 6 km du stationnement, mais j'ai un ami qui a dû marcher 3 km avant d'être capable de communiquer avec le 911. Fait que moi, ce que j'ai ajouté, c'est un petit dispositif Garmin InReach Mini
qui permet en tout temps, via les satellites, de faire un appel à l'aide ou de communiquer avec quelqu'un là, en cas de pépin. J'ai tellement couru seul en sentier fréquemment sans qu'il arrive rien. Fort heureusement, je me suis blessé, on était 4. Mais seul, j'aurais pu passer des heures, voire je ne sais pas combien de temps, mais au moins une nuit probablement à l'endroit où j'étais là. Ça, c'est une de mes questions que j'avais. Cellulaire, c'est beau, mais c'est quoi la couverture cellulaire, mettons, au parc de la Mauricie? Est-ce qu'elle est bonne ou elle est totale? Mais tu me dis, c'est clairement pas partout, par exemple, en forêt, qu'on va avoir des signaux cellulaires. Là. Non, on a réussi à avoir des signaux d'endroits assez reculés. Fait que le sentier du lac Reed, qui est dans le nord du parc, près du belvédère Le Passage, pour les gens qui connaissent. Grande surprise, un appel 911 qui a été logé à partir de là. Puis il y a des gens beaucoup plus près, beaucoup plus au sud du parc qui n'ont pas réussi à avoir le 911. Fait qu'il faut vraiment pas se fier sur ça. La couverture est très sporadique. Fait que autre moyen de communication. Moi, le bidule valait quelques centaines de dollars. J'ai un abonnement qui me coûte 14 dollars par mois, mais c'est une police d'assurance incroyable. Mm-hmm. Juste, je sais pas si tu as la réponse, mais tu dis faire des appels sur plus basse fréquence, d'appels d'urgence, mais si je suis dans le trouble, il y a juste le 911 qui va fonctionner ou je peux appeler ma mère? Juste le 911. OK, fait que c'est vraiment limité pour les appels d'urgence spécifiques. Là. Quand pas de signal, c'est écrit sur ton cellulaire, il y a une barre appel d'urgence seulement. En appuyant là-dessus, c'est directement le 911, aucun autre choix. Parfait. Ben, c'est mieux de toute manière. Ma mère ne saurait pas quoi faire. Là. Mais ça également, ça sauve des vies. Plusieurs occasions où on a procédé à des évacuations puis des premiers soins suite à des appels logés via ce type d'appel-là. L'avantage également, c'est que le 911 est capable de trianguler les gens. Fait que quand les gens se sont aventurés hors sentier, sont perdus, ben on a une position GPS approximative. Fait que ça, encore là, il y a des gens qu'on a retrouvés simplement à cause de ce type d'appel-là. C'est pas inutile, loin de là, mais faut pas s'y fier parce qu'il n'y a aucune garantie que ça va fonctionner. Alors que ton truc Garmin, c'est vraiment par satellite, puis ça pogne virtuellement presque partout. Ah, j'ai envoyé des textos à ma blonde via ça, du Népal, des Adirondacks, puis un peu partout au Québec, puis ça fonctionne partout. Des fois, c'est quelques minutes, des fois, c'est instantané, la connexion ou presque, là, mais de partout, on est capable de loger des appels ou envoyer des messages textes. C'est vraiment cool. Je connaissais pas Garmin InReach, là, sans trop vouloir les nommer. J'avais déjà regardé, moi, à l'époque, pour des téléphones satellites. Puis on n'était pas dans ces prix-là. Là. On était dans 5000 $ l'achat, puis 100 $ par mois pour 30 minutes. Là. C'était des prix qui avaient juste pas d'allure. Fait que je suis content qu'ils aient rendu ça accessible. Les prix que tu as parlé, c'est quelque chose qui est quand même accessible. C'est quasiment le prix de Strava. Là. Je veux dire, si tu prends le Strava Premium, fait que c'est une paire de chaussures puis un abonnement Strava Premium pour avoir cette sécurité-là. C'est vraiment cool. Ça peut vraiment dépanner, clairement. Avec des amis, on a fait des courses en autonomie, en sentier, en allant se cacher de l'eau à des endroits stratégiques, des 30, 40, 50 quelques kilomètres, mais là où il n'y avait aucune couverture cellulaire. Puis on se disait, la force du groupe, s'il arrive quelqu'un, il y en a d'autres qui vont être capables d'aller chercher des secours. Ça, dans le sac à dos, comme couche supplémentaire, c'est vraiment, mais vraiment sécurisant. Ah, parce que tu sauves le temps. Tu sais, si c'est 2 heures à se rendre à un point, plus après ça que les secours s'en viennent, tu sauves tout ce temps-là que la personne se rende à un point où elle peut rejoindre les secours. Là. Genre de dispositif également qui permet de se coupler sur le cellulaire, fait que ça envoie ta position GPS. Puis en couplant sur le cellulaire, ben, tu peux texter aussi rapidement sur ton cellulaire avec un bidule qui fait quelques centimètres de largeur, de hauteur et d'épaisseur. Là. Très cool. Tu vois, ça me rappelle une histoire. J'étais dans le parc de la Mauricie, pas en course, en randonnée, justement. Puis, une indication qu'on a manqué, visiblement, là, puis on est en train de se perdre dans le bois. Je t'avoue que j'ai eu peur, puis j'étais à 2 doigts de m'acheter un GPS de trail pour au moins me repérer. Pas nécessairement pour communiquer, mais au moins savoir où j'étais, parce que j'ai eu une petite frousse à ce moment-là. Là. On a slacké un peu de faire de la trail, c'est pas la raison, mais si on avait persévérer en trail, en randonnée, c'est sûr que je serais allé vers un dispositif comme ça, ne serait-ce que pour moi me positionner. Là. Puis, question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais je demande pour un ami qui veut tout mettre ses courses sur Strava, est-ce que les montres, ça pogne bien dans le bois? Ah ben, c'est assez surprenant parce qu'encore là, tu vas te loguer sur les GPS. Fait que dépendamment de la qualité de la montre puis de ce qu'on a comme constellations qui vont se loguer dessus, ça peut être très, très précis.
Pour la distance, pour l'élévation, ça, c'est pour travailler avec quelques géographes, ça vaut pas grand-chose. Puis si on fait la même course ensemble, c'est fort possible que toi, tu aies 1200 mètres de dénivelé positif, puis que j'en ai 800, puis que la vérité soit totalement ailleurs, là. Fait que pour l'élévation, ça vaut ce que ça vaut. Pour la distance, c'est quand même pas mal fiable. Ah, intéressant. Il y a des montres, par contre, qui ont un baromètre dessus. Je ne sais pas à quel point c'est plus précis, mais qui vont jumeler les données du GPS et de la pression atmosphérique pour déterminer ton altitude. Baromètre peut être beaucoup plus précis, mais il faut le calibrer en fonction de l'altitude où on court, parce que quelques centaines de mètres de différence de l'endroit où on court en général peut faire varier. Fait que quelque chose de précis ici, si on va courir dans les Rocheuses ou dans les Adirondacks, il faut avoir un facteur de correction ou recalibrer la montre. Excellent. Mais je pense que tu as raison, Frank, dans l'optique où quand on va sur Garmin, si on a une montre qui n'a pas le baromètre, c'est écrit que ça prend les élévations des maps carrément connues, mais que si la montre possède un baromètre, bien, il suggère de l'activer pour prendre l'élévation réelle que la montre a captée. Mais avec la nuance que Marc-André apporte, il faut que ça soit calibré. Là, tu as parlé beaucoup des sentiers, mais je ne sais pas à quel point dans les parcs, peux-tu partir juste en plein bois, en pleine autonomie? Est-ce qu'on est tenu de rester dans les sentiers balisés ou je peux dire, ben moi je coupe, puis je m'en vais dans le bois, puis je me fais une trail bout en bout, puis je m'organise avec ma sécurité, mais aussi avec mon tracé, par exemple, ou c'est pas recommandé de faire ça? Il n'y a pas de loi ou de règlement qui interdit de sortir des sentiers. Par contre, c'est interdit d'endommager la végétation. L'été, avec la végétation qui est en plein déploiement, assurément que si on sort des sentiers, on brise la végétation. Puis encore là, pour des raisons de sécurité, Parc Canada demande aux gens de rester en tout temps sur les sentiers. Puis encore là, au sein même d'un parc national, il y a un zonage qui est différent dans des différents secteurs. Puis il y a des endroits qui sont ce qu'on appelle la zone 1, qui est un niveau de protection plus élevé. C'est un peu comme une réserve écologique au sein même du parc national, où même les employés de parc doivent être autorisés pour accéder à ces secteurs-là, pour protéger des espèces à statut, des plantes rares, des ressources culturelles. Il y a plein de bonnes raisons d'utiliser ce zonage-là. On ne veut pas que les gens se ramassent un peu n'importe où, d'où l'intérêt qu'on a à garder les gens sur les sentiers, là. Puis au niveau, là, tu as parlé de la flore, mais tu sais, par rapport à la faune, tout ce qui est animaux, j'imagine qu'il y en a qui en rencontrent des fois, où il y a des zones qui sont plus propices à ça. Ben, pour être un coureur en sentier, puis pour courir au parc national assez fréquemment, on est probablement la clientèle des parcs la plus à risque de rencontrer la grande faune, entre autres les ours, les orignaux, parce qu'on se déplace rapidement, puis on fait peu de bruit. Les consignes de base qu'on donne aux randonneurs qui ne veulent pas rencontrer d'ours, c'est soyez en groupe, faites du bruit. Comme ça, les animaux vont être au courant de votre présence. Puis, en règle générale, les animaux, là, ils n'aiment pas l'humain, puis ils vont s'en éloigner. Fait que courir seul dans une trail, c'est le scénario catastrophe. Si on veut pas rencontrer d'ours, on fait le contraire là, des règles de base. Fait que moi, je cours souvent avec des bâtons. À chaque fois que j'arrive dans un tournant, je les tape ensemble en avant de moi ou dans mon dos si je les utilise pas. Je tape dans mes mains. Faire du bruit, ça permet d'éviter les rencontres. Rester à l'affût également parce que les sentiers, c'est pratique pour nous se déplacer, mais il n'y a pas d'obstacle non plus pour la faune. Fait qu'ils aiment beaucoup nos sentiers. On a différents suivis phoniques. On utilise des caméras comme les chasseurs déclenchées par le mouvement. Les loups, les orignaux, les ours, on les voit passer, règle générale, beaucoup plus de nuit ou très tôt le matin quand les gens ne sont pas sur les sentiers, mais ils utilisent les mêmes voies de déplacement que nous. Quelqu'un qui va courir très tôt le matin tout seul sans faire de bruit, les chances de croiser des animaux sont assez importantes. Faire du bruit, être conscient aux signes de présence, il y a des traces fraîches sur le sentier, il y a probablement quelque chose en avant, puis pour la bête qui veut s'éloigner de l'humain, la voie la plus rapide, c'est continuer dans le sentier, il n'y a pas d'obstacle. Fait que faire du bruit, signaler sa présence, puis rester à l'affût des signes qu'on peut déceler dans le sentier, là. C'est dans les conseils de base pour éviter les rencontres. Si on fait des rencontres, ben, c'est laisser tout l'espace voulu à la faune. Tu parlais du Strava tantôt, on veut tout battre notre temps sur tel sentier, faire meilleur que la dernière fois, mais souvent, si on rencontre la faune, surtout la grande faune, le plus sage, c'est on arrête. On ne fuit pas parce qu'on ne veut pas s'identifier comme étant une proie, fait qu'on recule tranquillement, tout le temps en faisant face à l'animal. On lui laisse l'espace. Les règles du pouce, c'est 50 à 100 mètres.
L'animal s'éloigne, on a perdu un peu de temps, mais on peut continuer à rebrousser le chemin. Ça peut arriver, entre autres dans le cas des ours, ils vont défendre des ressources alimentaires. Il y a une belle talle de bleuets où il y a une carcasse que nous, on ne devine pas, mais l'ours, il défend son lunch, lui. Fait qu'il a un comportement pas agressif, mais il veut pas que les gens, il va pas avancer vers les gens, mais il laisse pas les gens s'approcher. La meilleure chose, c'est plate. C'est difficile à faire, mais c'est de rebrousser chemin pour éviter qu'il y ait une situation conflictuelle avec l'ours. Si on peut sortir du sentier pour éviter encore là, une bonne cinquantaine de mètres au moins, il y a peut-être moyen de contourner, mais la pire chose à faire, c'est s'approcher délibérément d'un ours qui claque des dents, qui grogne, qui démontre un comportement défensif, là. Ouais, mais mon segment Strava, lui. Ouais, ben, meilleure chance Ouais. la prochaine fois, malheureusement. Une autre fois. Moi, je suis pas de votre gang. C'est sûr que si je vois un ours d'un sentier, là, mon option, c'est de rebrousser chemin. Je trouve même pas ça plate, je pense pas. Genre, je recule, puis quand il me voit plus, je me pousse. Je vais faire mon meilleur temps dans l'autre sens. Reculons. T'as le réflexe que je considérais normal et naturel jusqu'à temps que je rencontre des visiteurs qui, dans leur explication de la situation, avaient jamais envisagé qu'ils pourraient rebrousser chemin. Fait que ça niaiseux à dire, mais je pense que c'est bon de le verbaliser. On peut virer de bord sur un sentier et ne pas faire la boucle. C'est tout à fait permis et souhaitable parfois. Il y a des gens qui, en guillemets, s'entêtaient, disent, ben non, moi, faut que j'aille par là, puis ils cherchaient une manière de contourner ou de continuer tout droit, là. Et t'es venu faire une boucle. Fait Ok. que quitte à avoir un conflit avec un ours, voulait faire une boucle coûte que coûte. C'était le Strava Art. Ça faisait un beau, C'est ça. un beau dessin dessus. Et moi, j'aimerais peut-être retourner, parce qu'on parle de Parc Canada, on a parlé de zone 1, des zones protégées, puis j'y retournerais peut-être en arrière, juste comme culture générale. C'est quoi la mission des parcs de Parc Canada? Ben, on veut protéger et mettre en valeur ces territoires-là, puis on veut protéger et restaurer l'intégrité écologique des parcs. Fait on essaie d'avoir des endroits naturels où il y a le moins d'impact humain possible, puis quand il y a eu des impacts humains, on essaie de les effacer. Par exemple, au Parc national de la Mauricie, on a 150 magnifiques lacs. Certains avaient été rehaussés par des barrages à l'époque de la Drave pour faciliter le transport du bois de lac à l'autre. On protège les lacs, oui, en étant un parc national, mais quand ils sont dégradés par des interventions humaines, ben on fait des actions pour restaurer les écosystèmes dans un état le plus naturel possible. Fait qu'au fil du temps, on a enlevé une vingtaine de barrages de Drave pour que les niveaux d'eau, pour que l'écoulement ne soit plus régulé par une structure, mais par le lit naturel du cours d'eau, là. Fait on veut protéger la nature, puis on veut la mettre en valeur, que ce soit par des activités d'interprétation ou simplement en permettant l'accès aux gens à ces beaux espaces naturels-là. Fait que vraiment une mission qui est un peu des fois en dualité, protéger et mettre en valeur, mais je pense que Parc Canada, pas juste parce que c'est mon employeur, mais réussit très bien à jongler avec cette dualité-là de permettre l'accès, parler de ces sites-là, tout en les protégeant. Je pense que tout ce qui est que ce soit ressources naturelles ou des lieux historiques, c'est un peu ça la dualité, là, que ce soit des ruines ou des caves spéciales, etc. C'est comment on peut profiter de ces joyaux-là, que ce soit un parc naturel ou un lieu historique, mais tout en le préservant. Je pense que tu le nommes bien. C'est toute une dualité, puis c'est la responsabilité, je pense, de chaque citoyen ou chaque visiteur de faire sa part, de dire, si on veut pas perdre l'accès à ces super beaux lieux-là, faut pas agir en cabochon, finalement, puis en prendre soin, puis faire notre part, parce qu'à un moment donné, sinon, s'il est trop dégradé, vous allez juste fermer des sections, là. Effectivement, pour éviter d'avoir un impact humain plus grand. Puis quand on regarde la carte du parc, il y a des choses qui nous sautent aux yeux assez facilement. Les sentiers très larges, qui sont les pistes de ski de fond l'hiver, on veut aller courir à 4 de large. Il y a des endroits pour le faire, c'est des anciens chemins forestiers. On les trouve au sud de la route promenade, surtout entre l'entrée Saint-Gérard-des-Laurentides et secteur Lac-Édouard, Rivière-à-la-Pêche plus haut. Qu'est-ce qu'on a au nord de la route promenade? Parce que les gens en course de sentier diraient du single track, des sentiers beaucoup plus étroits. Pourquoi? Pour éviter d'avoir des endroits beaucoup plus larges avec un niveau de perturbation plus élevé. Le zonage n'est pas le même dans chacun de ces secteurs-là. Des endroits que c'est plus permissif, des endroits qu'on permet des activités à impact très modéré,
parce que l'emphase est mise sur la protection des ressources naturelles. Fait en jouant sur le zonage, puis les activités qui est possible, ben, on en offre pour tous les goûts, mais en répartissant ça à l'échelle du territoire pour s'assurer de minimiser les impacts. Ce que j'aimerais juste rajouter peut-être là-dessus, c'est... Moi, je trouve qu'on est chanceux d'avoir des parcs, autant nationaux que ce soit les provinciaux. C'est des endroits protégés. Et je sais pas si c'est un enjeu ou si ça va devenir un enjeu à un moment donné quand on va manquer de territoire, mais je trouve que c'est important qu'on garde ces espaces-là le plus sain possible, parce que si on laisse ça gérer par des investisseurs, clairement que ça va finir avec des condos sur le bord du lac, puis la digue des draveurs, ben ça va être ça va juste être une attraction touristique, là. Fait que je trouve qu'on est quand même très chanceux d'avoir ces espaces-là, puis c'est vraiment agréable à aller visiter, même si parfois ça peut être un peu plus chiant. Tu sais, j'ai des commentaires, j'ai fait beaucoup de randonnées, de le prix, tu sais, on peut pas stationner, l'accès est limité, le ci, le ça, mais pour le better good du pays, de la conservation de la faune, c'est vraiment, je pense qu'on est vraiment privilégié. Puis aussi, on est privilégié de pouvoir y avoir accès, que ça soit pas juste une clôture, puis on dise, bon, on garde cet état-là, mais qu'il y ait des gens qui se cassent la tête pour qu'on puisse visiter ça. Fait que merci de faire ça. Puis tu l'as dit, il y a des gens qui disent « Ah, les stationnements sont pleins, j'ai pas pu y aller aujourd'hui. » Mais ça, c'est la beauté de la chose, le stationnement est plein. Fait que quand tu es le chanceux qui est là ce matin-là, il n'y a pas une foule incroyable sur le sentier parce qu'il y a une capacité d'accueil qui est limitée. Les gens qui se sont levés un peu plus tôt ce matin-là ont une expérience qui est quand même incroyable. Si on aurait le stationnement d'un centre d'achat, probablement que l'expérience serait gâchée pour tout le monde. Puis ça, pour travailler dans le parc national, on rencontre quand même beaucoup de visiteurs. Que les gens aient 20 ans fassent du camping ou qu'ils aient 70 ans puis ils soient en canot ou que ce soit un employé de parc, tout le monde va dire que c'est son parc. Le sentiment d'appartenance des gens à ces territoires-là est assez phénoménal. Fait que, juste en soi, je pense que c'est une protection puis une garantie pour le futur parce que c'est le parc de tout le monde. Les gens se l'approprient. Puis je pense que tout le monde est prêt à les défendre bec et ongle. Clairement. J'ai le goût de t'amener sur ce qui était la genèse de pourquoi on voulait te parler. Je pense que tu as des belles histoires à nous raconter ou des histoires peut-être spectaculaires de des sauvetages qui ont été faits pour... Tu sais, je veux pas... L'idée, c'est pas de se réjouir de des gens qui sont blessés. Au contraire, c'est plus de mettre en lumière qu'est-ce qui est possible de faire puis qu'est-ce que vous êtes... les prouesses que vous êtes capable de faire pour peut-être aider des gens qui sont dans le trouble dans des sentiers, par exemple. Oui, puis tu sais, je cours beaucoup en sentier. J'ai été évacué moi aussi, puis je pense que c'est important que j'en ai pas honte, j'en parle sans aucun scrupule, parce que c'est long, c'est compliqué pour les sauveteurs. Moi, je l'ai vu plusieurs fois comme étant le sauveteur ou la personne en charge des opérations d'évacuation, puis je l'ai vécu comme personne qui s'est cassé la gueule puis qui s'est fait évacuer. Ça a remis beaucoup de choses en perspective, puis il n'y a personne qui court en sentier qui est à l'abri de ça. Une racine, un caillou, puis ça y est, la cheville fait craque, le genou part de travers, puis ça marche plus, là. On ne reviendra pas par nos propres moyens, c'est clair. Fait que ça fait partie des risques inhérents à la course en sentier, puis il n'y a pas personne qui est totalement à l'abri de tout ça. Mais c'est quand même des choses sérieuses, puis plus on s'aventure loin en forêt, ben plus ça devient sérieux parce que les délais de réponse sont de plus en plus importants, là. Fait que, il y a de l'équipement spécialisé, puis ça, par Canada, on en a quand même beaucoup, puis on l'utilise, que ce soit été comme hiver. On a entre autres des civières d'évacuation d'urgence. Fait que c'est grosso modo une roue de 4 roues avec une armature sur une grosse civière dans laquelle peut venir se greffer une planche dorsale. Fait que ça, c'est super chouette, ça permet d'aller partout, ça roule super bien quand il n'y a personne dedans. Parce que juste ça, avec personne dedans, c'est déjà, je sais pas, 60, 70 livres peut-être. On rajoute l'adulte moyen, ça commence à être pesant. Fait que nous, on a un appel d'urgence, que ça rentre via le 911, via les ondes radio de Parc Canada, ou de quelqu'un qui a couru 6 km pour venir dire, mon ami, il s'est fait mal aux chevilles à telle place, sur tel sentier. Cet équipement-là est sur place, mais c'est tellement pesant que nous, on ne commence pas à apporter cet équipement-là sur le terrain tant qu'on n'a pas 8 personnes. C'est le minimum pour être capable de manipuler la civière avec quelqu'un dessus. On va quand même envoyer une équipe de secouristes le plus vite possible, aller faire le premier contact, stabiliser la personne qui s'est blessée, donner les premiers soins.
Mais ça prend des gens pour manipuler ça de manière sécuritaire pour la personne qui va être ni plus ni moins que ficelée dans la civière d'évacuation, mais pour les secouristes également. On s'entend, ça a un pneu de 4 roues. Fait que dans un sentier single track, ça prend toute la place. Il y a une personne en avant, une personne en arrière qui ne va pas voir où elle met les pieds parce qu'il y a une civière devant elle. 2 personnes à gauche qui marchent en dehors du sentier. 2 personnes à droite, même affaire. On met moindrement du relief, on ne peut pas rouler. Fait que la civière est tenue assez rapidement à bout de bras s'il y a des bonnes pentes. Fait que c'est un exercice qui est difficile de l'apporter jusqu'à la personne qui s'est blessée. Puis là, ça devient vraiment ardu quand on évacue les gens. Il y a des moments où on a pris les autres visiteurs, les amis du blessé, puis à chaque 2 ou 3 minutes, ben, les gens qui portent la civière, on switch parce que c'est un effort qui peut être assez rapidement là, très, très, très demandant. Fait que c'est long, le temps que la personne vienne chercher des secours, que les secours s'organisent. Puis on est beaucoup, là, on est plus qu'une vingtaine dans l'équipe de Parcs Canada qui sont volontaires pour l'équipe de sécurité du visiteur. Il y a la patrouille canadienne de ski qui nous donne des gros, gros coups de pouce. C'est qu'il y a plein de gens qui sont prêts à répondre. Mais le temps de structurer tout ça, s'assurer d'avoir le bon portrait de la situation, même si on envoie des personnes très rapidement, ben, c'est long aller rallier la victime avec le matériel d'évacuation. Puis c'est excessivement long sortir parce que je suis pas certain qu'on roule à 1 km/h dans les conditions là, des sentiers les plus escarpés. Là. Fait que il y a des délais importants. Si c'est juste une entorse, c'est pas grave parce qu'on a du temps. Si c'est une fracture ouverte, ça commence à être des enjeux qui sont très sérieux. Là. Fait que, encore là, je l'ai déjà dit, mais je le répète, les premières personnes qui sont responsables de leur sécurité, c'est les visiteurs eux-mêmes. On va toujours être là pour porter assistance aux visiteurs dans la mesure de ce qu'on peut livrer. Puis des fois, il y a des délais importants. Fait que la première personne à prendre la situation en charge, c'est le visiteur lui-même puis les gens qui l'accompagnent. Là. Puis tu sais, j'imagine que dans tout ça aussi, il faut que vous soyez prudent pour votre propre sécurité. Tu sais, vous ne pouvez pas prendre des risques inutiles non plus là, dans ces cas-là. Là. Moi, je me suis fait une entorse haute de la cheville, absolument plus capable de marcher sur ma jambe droite. Ça a pris des mois de physio avant d'être capable de marcher sans boiterie. Moi, c'est les pompiers qui sont venus me chercher. Puis là, ça c'est le bout un peu honteux. J'avais 4 camions de pompiers, une quarantaine de gars pour venir m'évacuer. Puis il y avait l'ambulance qui m'attendait dans le stationnement. L'approche que les pompiers ont pris, et avec beaucoup plus de gens que ce qu'on fait règle générale chez Parcs Canada, eux, c'est pour leur propre sécurité. Ils disent, non, mais si un des pompiers se blesse pendant l'évacuation, on a besoin d'une aussi grosse équipe pour l'évacuer lui. Puis on veut pas qu'il y ait de délai. Puis une fois rendu en bas, c'est rien qu'une entorse. Un de mes amis aurait pu m'apporter à l'hôpital, l'ambulance serait tournée, puis il n'y aurait pas eu de frais pour personne. Les ambulanciers sont payés quand même. Mais eux, si ma situation à moi comme victime se dégrade, ou si un des pompiers se serait blessé, ben l'ambulance était sur place, il n'y avait pas de délai d'intervention. Vois-tu, c'est quelque chose qu'on a appris d'eux, puis c'est pas farfelu du tout comme approche. Là. J'avoue. Mais ça fait quelques fois que tu touches le sujet, mais veux-tu nous la raconter, ton épisode à toi? Ben, aucun problème. Moi, tu disais comment on fait pour reconnaître un ultramarathonien, il va le dire, c'est sûr. Fait que moi, c'était en 2020, ça. J'avais fait 10 jours avant mon premier 65 km au Ultra Trail Laricana. Je visais, c'est bien humblement de finir. Juste finir. Je trouvais ça énorme. Puis j'étais rentré un petit peu en bas de 9 heures, que je trouvais qu'il était vraiment un excellent chrono. Fait que j'allais courir en trail 10 jours après avec des amis qui allaient faire leur premier demi-marathon de trail. Puis ça me stressait pas. Puis c'est mon ami Alexis qui l'a mieux verbalisé. Probablement que j'étais en excès de confiance totale. Il y a un endroit au parc Récréo qui s'appelle la descente aux enfers, qui est hyper technique. Plein de drops dans les roches, plein de racines, plein d'embûches. Puis on perd 100-150 mètres de dénivelé sur presque rien de distance. Puis j'étais en avant, puis on était rendu à 17-18 km. Ça allait bien. Puis je jasais avec les gens en arrière, dans ce qui s'appelle la descente aux enfers. Puis il y a quelqu'un qui a dit quoi ou qui m'a fait répéter. Fait que je me suis tourné la tête. Une fraction de seconde, mais dans le sentier le plus technique dans lequel on peut courir. Puis évidemment, ben, j'ai raté une petite drop de 50 cm. Je suis atterri sur la jambe droite que j'ai senti raccourcir de quelques centimètres, puis rebondir.
Mes amis derrière, ils ont entendu un premier cri. Ça, c'était à cause de la sensation. Il y a eu une pause, puis il y a eu un deuxième cri. Ça, c'était la douleur qui venait de rentrer. Puis là, j'avais quand même sorti 7, 8, 10 personnes au parc national. Puis je savais ça pouvait ressembler à quoi les blessures orthopédiques en course sur sentier. Moi, j'ai plongé mes doigts dans ma chaussure, dans mes bas. Puis à cause du mouvement de la jambe qui raccourcit, j'étais sûr qu'il y avait un mouvement de cisaillement, puis que j'avais une fracture ouverte tibia-péronée. Fait que je cherchais le sang. Panique, mais panique totale, 10, 15, 20 secondes, j'arrache ma chaussure, ça saigne pas. Ça saigne pas, on a du temps. C'est pas grave, tout le reste, on a du temps. Fait que moi, comme secouriste qui était la victime, ça m'a quand même rassuré. Fait que là, je reprends mes esprits. La cheville est déjà rendue grosse comme ma cuisse, elle s'en vient bariolée bleu, mauve, noir. Ça a été instantané, là, ça en était vraiment une solide. Je dis après 2-3 minutes, je pense que je peux marcher. J'ai mis 10%, j'ai mis 10% de mon poids dessus, j'ai failli débouler la montagne. Puis, parce que j'ai fait beaucoup d'évacuations, je voyais le reste de la descente, la traversée de la petite passerelle en bas par-dessus la rivière Shawinigan, puis je voyais la montée l'autre bord. Puis là, j'ai dit à mes amis, non, 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 jamais je vais me faire strapper dans une civière d'évacuation d'urgence avec ce genre de dénivelé-là. Ça va bien trop brasser, je veux rien savoir. Fait que j'ai réussi à faire 1,1 km en marchant à 3 pattes, en rampant des petits bouts, en sautant sur un pied pour descendre et remonter l'autre côté. Puis une fois arrivé dans le sentier principal où il y a beaucoup moins de dénivelé, ça a pris 3 heures, 3 heures et demie. Là, j'étais en sueur épouvantable. Là, j'ai dit à mes amis, bon, le minimum, ça serait d'aller appeler le 911. Puis si vous pouvez dire que si un pompier peut monter des béquilles, probablement que ça va être long, mais je vais sortir par mes propres moyens. Tu sais, le gars a son orgueil quand même un peu. Mais à partir du moment que tu appelles le 911 pour dire qu'il y a quelqu'un à 5 km puis capable de marcher, il s'en sac pas mal des béquilles. C'est plutôt qui gère, là. Il appelle la cavalerie au grand complet. Puis, comme nous, il envoie quelqu'un faire le premier contact pour donner les premiers soins puis avoir la meilleure lecture possible de la situation. Fait qu'ils font monter le chef des pompiers par intérim de l'époque, Olivier, qui était également un collègue chez Parc Canada, mais le chef des pompiers de Saint-Mathieu à ce moment-là. Moi, j'étais assis j'avais l'air d'une patate au four, là. J'étais rendu avec mes 2 couvertes d'aluminium parce que là, je commençais à avoir froid. J'avais tellement eu chaud que puis là, les gens me faisaient manger parce que clairement, j'avais tout brûlé ce que j'avais comme ressource. Mais Olivier, quand il voit que c'est moi, il rit. Il rit, là, mais il se roule à terre, le salaud, là. Puis là, j'essaie de le raisonner en disant, pas de problème, tu vas pouvoir te foutre de ma gueule pour le reste de ta carrière. Mais appelle tes amis, là, rendu là, dis-le, venez me chercher, là. Parce que je savais que les pompiers étaient en route si Olivier était là. Fait que, il est arrivé, le reste des papiers. En fait, ce qu'il m'a dit, presque mot pour mot, c'est, Marc-André, quand tu auras du signal cellulaire, prends tes messages. Après ça, il s'est un peu intéressé à ma cheville, mais ce bout-là est quand même important. Les pompiers arrivent, l'ambulancier arrive, regarde la cheville, ouais, c'est un peu moche, on va te plancher puis on te descend dans la civière d'urgence. Puis là, j'ai compris, comme secouriste, plein de choses. T'as beau être strappé sur une planche dorsale dans une civière, on veut contribuer au confort des gens. Ils se sont déjà blessés, fait qu'on veut pas trop les brasser. En tout cas, moi, je voulais pas trop les brasser, fait que tu les strappes sa civière d'urgence, mais tu les strappes pas trop. Mais dès que la jambe peut bouger d'1 millimètre ou 2, là, la cheville, elle décolle de la planche dorsale puis elle vient taper en permanence. Fait que moi, plein de fois, je dis, hey, pouvez-vous me serrer les jambes? Pouvez-vous me serrer les jambes, s'il vous plaît? J'aimais mieux qu'elle soit vraiment écrasée sur la planche puis qu'elle bouge pas, plutôt qu'avoir ces petites secousses-là. Fait que là, j'ai repensé à mes interventions comme secouriste. Oh mon Dieu, les prochains, je vais te les ficeler, là, mais tellement. Des garrots, littéralement. Puis l'autre chose qu'on a déjà fait, encore là, en disant, c'est banal, c'est la cheville, on va mettre la tête par en haut en descendant la côte pour le confort. Mais encore là, une blessure aux jambes ou aux chevilles, tu es sur la planche dorsale, tu es ficelé, tu glisses un petit peu quand ça descend. Puis là, le pied va t'accoter dans le cadre de la civière. Puis là, c'est la dernière chose que tu veux. Fait que moi, je pensais au confort des gens, la tête en haut, le sang monte pas, c'est une blessure, somme toute, pas très grave. Fait que, ouais, non, la tête en bas, parce que la tête qui accote sur le cadre, c'est pas grave si c'est le pied qui est blessé. Fait que moi, j'ai ajusté beaucoup mes interventions en conséquence. Avoir été la victime, ça a été super formateur. Puis là, il m'est venu en tête une grande Allemande athlétique, là, qu'on avait de la misère parce que
Elle faisait du poids, elle devait faire 6 et 2. Puis elle parlait pas anglais ni français. Puis pour son confort, on faisait descendre la tête en haut dans les côtes. Mais c'est sûr que sa blessure à cheville, ce qu'elle nous criait en allemand, ça faisait mal, puis on la descendait pas du bon bord, puis elle nous le disait, mais barrière de langue, je m'excuse, madame. J'ai compris plein de choses. Fait que m'évacuer sur où j'étais, il restait 4,5 km. Moi, je connais super bien le parc Récréo. C'est mon terrain d'entraînement. J'ai déménagé à Saint-Mathieu-du-Parc, oui, pour être près de la job, mais parce que c'est un endroit plein air, là, course en sentier, randonnée, escalade de roches, escalade de glace. C'est mon terrain de jeu, je le connais comme le fond de ma poche. J'étais dans la civière d'évacuation, puis là, je regarde la trail, je dis, oh, hey, les gars, ils partent du mauvais bord. Moi, je me serais évacué de l'autre bord, puis là, j'ai eu la sagesse de, hey, ferme ta boîte, c'est toi dans la civière, t'as pas le droit d'avoir une opinion, là. Mais ça, c'est l'autre grosse chose. Je me suis réalisé, OK, on connaît bien le parc, mais si c'est d'autres collègues qui sont nouveaux, qui prennent les évacuations en charge, ça se peut que les secouristes prennent pas le chemin le plus rapide non plus. Fait que dans nos briefings de sécurité, un incident à telle place, par où on sort, par où on évacue, etc. Ça fait partie des plans de match également qu'on révise. Fait que, c'est ça, 3 heures et des poussières plus tard, on a fait 4,5 km. J'arrive au stationnement, l'ambulance est là. Je me sens absolument totalement. Puis là, je vois les 4 camions de pompiers, ces gyrophares et tout et tout. Je me sens obligé de prendre l'ambulance. Fait que, il me transfère dans l'ambulance. Puis là, je sens mon téléphone qui vibre parce que j'ai enfin du signal. Le message disait grosso modo, là, presque mot pour mot, Salut Marc-André, c'est Olivier. Il y a un tata qui s'est vraiment fait mal très loin au parc Récréo. Comme tu as géré beaucoup d'incidents du genre au parc, si tu peux venir nous aider, ça serait vraiment apprécié. T'étais déjà là. J'étais là. J'étais aux premières loges. C'est pour ça qu'il riait qu'il t'a vu. Ben oui. C'est lui le tata. Probablement que 45 minutes avant, il était en train de m'écrire ce message-là à partir du stationnement. Mais c'est tout à fait banal comme situation. Mais entre le moment où je me suis fait mal, puis le moment où j'étais en sécurité dans l'ambulance, il y a eu quelque chose comme 6h30. On aurait pu raccourcir les délais en faisant pas le 3 heures que moi j'ai littéralement rampé. Mais encore là, c'était tellement escarpé qu'on aurait mis des secouristes à risque à cet endroit-là. Puis moi, comme victime, dans une pente à 30, 40 degrés par moment, ça aurait brassé horriblement. Fait que je regrette pas ma décision d'avoir pris en charge ce kilomètre et des poussières-là d'évacuation. Mais encore là, rendu de l'autre côté, on parle de quelque chose c'est ça, d'à peu près 3 heures pour 4,5 km. Fait qu'il y a des délais. C'était une entorse, somme toute, banale. J'avais pas de fracture ouverte. Avec une fracture ouverte, rien pour désinfecter, rien pour stabiliser. Probablement, quand les ambulanciers sont arrivés après 3 heures, là, le choc septique était pas très loin. Là, ça se serait royalement infecté, tout ça, avec la boue que j'avais sur les jambes, etc. Là. Fait que, il y a beaucoup de gens qui courent en sentier. Il y en a de plus en plus. Puis ce genre d'incident-là, je pense que c'est important qu'on en jase parce que malgré le fait que je suis secouriste, que j'ai pris part à beaucoup d'interventions, j'étais pas tout à fait prêt à me sauver moi-même. Puis c'est là que je m'en suis rendu compte. Ouais, puis j'entends que, comme tu l'as nommé, tu as appris de ça, puis tu as pu parfaire même vos techniques de sauvetage. Ça, c'est très cool. Sans dire que je conseille aux gens de se blesser pour apprendre. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Hein? Juste écouter ton histoire, ça va. Non, tu sais, puis si on a évacué quelqu'un, là, ça sera pas en tout confort, même si on a amélioré nos techniques. Fait qu'on essaie de faire ça le moins souvent possible. C'est banal ce que je vais dire, mais tu le nommes, ça a pris 6 heures et quelques pour te sortir, etc. Alors qu'on pourrait se dire, ben ouais, c'est facile, là, si c'est trop grave, ils vont prendre un hélico. Ouais, mais un hélico, ça atterrit pas où tu veux. Là. C'est pas. Je pense que la voie, ça serait de toute manière de sortir ça. C'est un peu une pensée comme dans un film de croire que vous pouvez aller chercher n'importe qui, et l'hyporter. Là. On a eu la chance au travail de faire des pratiques de recherche et sauvetage avec les techniciens, les SARTEC, le technicien en Search and Rescue des Forces armées canadiennes. Ils ont des hélicos avec des treuils pour descendre en rappel, mais ils vont jamais élutreiller une victime au travers des arbres parce que ça ballotte à cause du vent. C'est incroyable. Fait que ça, c'est possible en haute mer, dans des scénarios comme ça, dans un endroit très dégagé. Mais ce qu'on voit dans un film d'action américain, dans la vraie vie, ça marche pas. En forêt au Québec, la personne va toujours sortir via la forêt avec des gens qui vont l'évacuer à bras ou en VTT, etc. Mais la voie des airs, là, c'est l'exception.
Ouais, c'est ça. Ben, mais je pense que dans les films américains et tout, c'est tout le temps en montagne dégagée. C'est quand il n'y a plus d'arbres. Là. C'est quand tu es assez haut qu'il n'y a plus d'arbres là, pour aller te chercher. Puis même là... Dans les Alpes aussi, c'est la même chose. Ils vont évacuer les gens en hélicoptère, mais dans des endroits alpins dégagés où il n'y a pas de végétation. Simplement être au sol avec un hélicoptère qui tourne, il y a des branches qui revolent partout. Là, tu veux pas être en dessous, encore moins attaché sur un câble. On fait du transport d'équipement avec les élingues comme ça, puis on voit les charges là, qui se ramassent à gauche, à droite, de tous les bords. Ça peut pas être quelqu'un, ça serait absolument dangereux. Là. Non, c'est clair. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut que les conditions météorologiques te le permettent. Là. Tu sais, souvent, les montagnes, il y a des vents qui font que l'hélicoptère va chercher à s'écraser. Là. Fait que même si c'est dégagé, il y a des fois qu'ils peuvent juste pas y aller. La présence de chicots qui peuvent casser à cause du déplacement d'air, à cause des pales également, c'est quelque chose qu'ils tiennent en compte. Ils vont aller très loin. Fait que dans une forêt québécoise typique, il y a plein d'entraves qui fait que c'est pas un scénario crédible, malheureusement. Là. Fait que faites du Ironman, allez dans le lac, parce que c'est le lac qu'ils peuvent aller vous chercher. Ils n'ont pas grand temps, mais ils peuvent aller vous chercher en hélicoptère. Oui, c'est ça. Y a-tu d'autres histoires intéressantes, une place où on n'est pas allé ou quelque chose, un message que tu voudrais livrer à nos auditeurs? Ben, c'est ça. Course en sentier, randonnée, le plus important, c'est d'être prêt à toute éventualité. Fait qu'au-delà de l'équipement de base à quel on pense, communication, puis quand c'est pas communication, c'est OK, je m'en vais faire tel sentier, quelqu'un est avisé, je m'attends à sortir de telle heure. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qu'on a cherchés. Les gens savaient qu'ils étaient au Parc national de la Mauricie. Si on a ça comme indice pour chercher quelqu'un, puis qu'on n'a même pas une description de véhicule pour partir d'un stationnement puis faire tous les sentiers, on veut sauver les gens, mais il faut un minimum d'informations. Fait que verbaliser où on va, ou avoir un moyen de communication, c'est le minimum, parce qu'il y a des interventions où on attendait tard en fin de journée, puis on regardait les stationnements où restait des véhicules en se disant, bon, ben, peut-être que c'est ici, mais si on se dit ça à 6 stationnements, on répartit les efforts à l'échelle du territoire au complet. Là. Pour les gens qui ne connaissent pas le Parc national de la Mauricie, c'est à quelle dimension? 536 km². C'est plus que le parc au coin de la rue chez nous. Là. C'est une vraie forêt. Là. Fait que même si on sait que c'est quelqu'un qui va avoir un comportement cohérent puis qui va courir le long des sentiers ou être en bordure de sentiers, il y en a des dizaines de kilomètres de sentiers à fouiller. Fait que c'est pour sa propre sécurité, communiquer, dire on va où, quand est-ce qu'on sort. Quand tu le vois du côté secouriste, c'est majeur comme information. Quand c'est pas là, on sait plus de quel côté commencer là. Puis c'est une aiguille dans une botte de foin. Quelqu'un perdu dans 536 km², c'est pas simple. Quelqu'un de perdu sur un sentier de 11 km, c'est déjà beaucoup plus facile. Est-ce que c'est pertinent il y a des points de contrôle ou des bureaux d'information? Est-ce que c'est pertinent de s'annoncer ou ce serait juste du bruit pour les gens? Ce serait juste du bruit parce que les sentiers les plus fréquentés, il peut parfois passer des centaines de personnes. Fait qu'une personne parmi tant d'autres qui est là-bas, est-ce que c'est réellement la victime? Il n'y a pas de registre qui rentre dans quel sentier quand même. Fait que c'est ça, aviser les proches. Si jamais la personne n'est pas de retour, c'est souvent les proches inquiets qui vont nous appeler. C'est assez fréquemment juste des retards, mais j'aime beaucoup mieux être appelé trop tôt pour quelqu'un qui est juste en retard puis mettre une opération en branle que être avisé trop tard puis qu'on sache pas où se chercher. Là. Fait que ça, c'est vraiment la règle de base. Puis malheureusement, on a quelques exemples où on savait pas où... On avait le nom de la victime, son âge, sa description physique, mais où la chercher? Mystère. Mais moi, je fais ça même en ville. Là, j'ai comme pas grand monde à qui le dire, là, mais mettons, je pars pour une longue, je vais dire, je vais prendre tel trajet, je vais me rendre à tel parc. C'est comme, au moins, comme tu as une idée de par où je vais passer. Je n'ai pour environ 3 heures, je devrais être revenu dans 3 heures. Puis ma destination finale, mettons, c'est le Mont-Royal, puis je reviens. Fait que comme ça, ben, ça se peut que, tu sais, je peux tomber et être inconscient, que, je sais pas, le téléphone n'est plus là, l'appel d'urgence fonctionne pas, il appelle pas la bonne personne, peu importe. Au moins, tu as une idée de par où je suis parti et non comme
Non, parce que quand tu fais une longue, même si tu fais aller-retour, maintenant tu fais une longue, t'as 14 km là, à Montréal, là, tu passes de Rosemont à Griffintown. Là. D'un bord, c'est Griffintown, puis l'autre bord, c'est Repentigny. Là. C'est plus, t'es même plus sur la même île. Là. Fait que tu peux être loin. Là. Tu peux être très loin. Fait que je pense que c'est un très bon conseil à dire aux gens de juste communiquer où vous allez. Même si vous avez un cellulaire, une montre et tout, tu sais, comme juste dire, je m'en vais dans tel coin, puis je prévois que j'en ai pour 3 heures. C'est quand même quelque chose de bien, de sécuritaire. J'ai fait le même genre de précaution, moi, parce que j'habite en milieu forestier, agroforestier. C'est des routes et des rangs où la limite est à 80, mais on se mentira pas, l'automobiliste moyen doit être à 100, 110. Fait que un accident est si vite arrivé, fait que j'indique à ma blonde quel trajet je vais faire, pourquoi, mais à la vitesse où les gens roulent, j'ai beau avoir un accotement qui fait 4 pieds de large, ça prend juste quelqu'un distrait pour qu'un malheur arrive, là. Fait que c'est le genre de précaution que je prends aussi parce que, encore là, si je vais juste partir pour une longue de 3 heures, le rayon dans lequel les gens peuvent avoir à me chercher est gigantesque. Il y a un moment où je trouvais ça tannant de traîner mon cellulaire, puis maintenant, pour ces raisons-là, je le traîne toujours. Évidemment, je suis majoritairement en ville, ou du moins dans des secteurs où j'ai du réseau cellulaire, mais j'ai aussi l'option sur ma montre à chaque fois que je pars une course. Via Garmin ou Strava, là, les deux le font, où ma blonde est mon contact d'urgence, ce qui fait que d'emblée, quand je pars, elle reçoit un lien, puis elle peut me suivre, elle peut voir où je suis. Fait que ça a été, comme tu dis, Frank, moi aussi, dans mes courses longues, souvent d'entraînement de plus longue distance, ben, ça m'arrivait de faire du point A au point B, puis si j'ai, mettons, un 25-30 kilos, je peux être très loin de la maison, justement, là. Fait qu'elle est capable de me suivre, puis de voir à peu près où je suis rendu, puis se timer, par exemple, s'il faut qu'elle vienne me chercher, ou si on s'est donné rendez-vous à un certain point. Fait que oui, c'est sécurisant. Tu sais, je lui dis, mais elle a aussi un moyen technologique de savoir où je suis rendu, puis en temps pratiquement réel, là. Parce que c'est ça peut avoir l'air banal, la communication, dire où on va, c'est des règles pour les gens qui ont été dans les scouts. On se faisait dire ça dans les louveteaux. Mais dans la quarantaine, aller courir en trail, dans un endroit que je connais beaucoup, c'est encore des précautions que je prends, pis pas gêné pantoute, je le recommande. Ça sauve des vies, je suis convaincu, là. Ça doit être là que ça m'a été martelé, ces scouts. Je viens des scouts, fait que ça doit être de là que ça vient. Hey, moi, juste avant de terminer, là, j'ai une question. Tu sais, quand on va, mettons, au parc, quand on va monter le Mont Washington, il y a un mur avec toutes les personnes mortes. N'avez-vous vu, est-ce qu'il y a une statistique pour Parc Canada, le parc de la Mauricie? Est-ce qu'il y en a que, justement, ils ont infecté, que c'est une blessure ouverte et que vous n'avez pas eu le temps de vous rendre en carrière, quelque chose? Moi, ça fait 10 ans que je suis là pour la course. On a eu quelqu'un qui est venu de manière récréative puis qui est décédé d'un arrêt cardiaque. C'est le seul. Il y a des accidents d'auto, il y a des accidents de moto, il y a des chutes à haute vélocité de cyclistes également. Fait que ça fait partie de la réalité. C'est un endroit où il y a beaucoup de relief, puis personne, mais absolument personne n'est à l'abri des accidents. Pour la course en sentier, c'est des blessures orthopédiques presque tout le temps. Okay. Personne n'est à l'abri d'un malaise, mais encore là, la clientèle qui court en sentier, règle générale, c'est pas la clientèle qui est le plus à risque, je pense, pour avoir des malaises cardiaques. Ça arrive quand même, on en a eu un cas en 10 ans. Mais c'est ça. Ce qu'on a traité par rapport à la course, des blessures orthopédiques, cheville, genoux, des gens qui chutent, fait que les poignets, les avant-bras également, on en a eu. Mais ça ressemble à ça pour ces gens-là. Des blessures liées à infections, etc., à cause des interventions qui sont trop longues. Puis là, je touche du bois. On n'en a jamais eu, fort heureusement. Et il y a eu des bonnes blessures, mais on a tout le temps réussi à aller chercher les gens, puis à les rapporter jusqu'à l'ambulance. Il y a un côté petit ingrat. Une fois que les gens sont dans l'ambulance, on ne sait pas ce qui arrive. Mm-hmm. Mais nous, ce qui nous réconforte, on a fait notre job, puis on les a remis aux ambulanciers, puis ça allait encore bien. Qu'est-ce qui est arrivé à l'hôpital, puis 3 jours après, on n'a jamais le fin mot de l'histoire. Mais pour le bout que nous, on a géré, jusqu'à maintenant, là, il y a eu une situation très malheureuse, là, mais c'est heureusement seulement une en 10 ans là, pour ma part. Là. Fait que le taux de réussite est quand même bon. On peut se blesser, puis nos chances d'en sortir vivants sont fortes. Là. À moins que ça soit le cœur. Avec des bonnes équipes. On vieillit tous tranquillement, fait qu'on sort les gens de moins en moins vite, là.
Si vous voulez essayer la trail dans le parc de la Mauricie, dépêchez-vous. Ouais, c'est ça. C'est où qu'ils ont engagé du nouveau monde? C'est quel parc national que l'équipe est jeune? Puis, ben ça c'est une belle naïveté de nos nouveaux employés. Ils entendent ça, ces ondes radio, des grosses opérations, on prend plein de monde, puis c'est tout le temps les premiers. Moi aussi, je veux y aller. Parce que ça a l'air excitant. Quand t'es la personne qui tient la civière à bout de bras pendant des centaines de mètres, là, c'est là que tu comprends, OK, de un, c'est très sérieux, et de deux, c'est pas le fun pantoute quand c'est toi le secouriste. Sincèrement, là, il n'y a aucun fun à y avoir, là. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il doit une petite gratification. Hey, on l'a réussi, on l'a sorti, mais pendant que t'es dedans, ça doit être vraiment tough. Puis tu peux pas dire oh, c'est trop dur. Ben non. C'est faut que tu sortes la personne, tu prends sur toi, puis... Ah, puis j'ai déjà vu des interventions pour de vrai être pénibles, là, où une fois rendu au stationnement, on transfère la personne aux ambulanciers, là. Il y a personne qui se tape des mains, là. La minute que la personne est remise aux ambulanciers, tout le monde s'est sauvé pour s'en retourner. Tout le monde était brûlé, là. Une journée de canicule à 30 quelques, à traîner une civière à bout de bras, t'as pas le goût de festoyer après pour pantoute. D'un trail. Dans 300 mètres de dénivelé sur 50 mètres de long. Ça va être correct. Ouais. La dynamique est différente quand c'est des événements, parce qu'il y a des équipes pour la sécurité, c'est encadré, il y a des scénarios prévus pour les évacuations. J'ai fait des courses où ils savaient les endroits où il y avait le plus grand risque de blessure, d'une descente technique. Il y avait des gens sur place, là. Quand les gens partent en autonomie, surtout les gens qui ont fait des événements, ils réalisent pas toujours que, hey, c'est un autre game. Le secouriste, c'est toi en premier lieu, puis c'est vraisemblablement à parc dans 2-3 heures. Fait que c'est ce changement-là que les gens doivent comprendre. On n'est pas dans un événement. T'es tout seul ou avec ton petit cercle d'amis temporairement, puis la première couche de secouriste doit venir de là. Oui, puis c'était ton message initial, puis je pense qu'on peut le rappeler, c'est une responsabilité partagée, mais avant tout de chaque randonneur ou chaque coureur de s'assurer de sa sécurité. Tu as nommé quand même certains éléments à mettre dans un sac à dos type, puis on les mettra dans les notes de l'épisode pour les gens qui voudraient se constituer un petit sac comme ça, avec tes suggestions. Mais évidemment, c'est ça, c'est de s'assurer de sa propre sécurité en premier. Sur ce, est-ce que tu as quelque chose à plugger à nos auditeurs cette semaine, Marc-André? Ben, ça va vous surprendre beaucoup, là, mais moi, j'aimerais plugger nos magnifiques parcs nationaux avec des réseaux de sentiers incroyables. J'étais un peu rabat-joie en début d'émission en vous disant, quand les conditions sont humides, s'abstenir d'aller courir. Mais quand les conditions sont belles, et qu'on a des beaux territoires à explorer, fait que gâtez-vous. Tu me donnes le goût. Tout simplement. On va convertir Coach Frank à trail. Ouais, ben tranquillement. Là. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Okay guys, like and subscribe. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! La gorgée d'eau est un peu de travail. T'aurais pu, c'est pas grave parce qu'on le coupe. En fait, on fait quasiment pas de montage, là, mais... J'avais hâte de la plugger, celle-là.